Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci pour votre présence. Petit rappel des bonnes pratiques. Vos micros sont coupés par défaut, histoire qu'on n'ait pas d'interférence et qu'on entende bien nos intervenants. Vous pouvez poser vos questions dans le petit onglet à côté du chat questions. Et puis, si vous avez des petits problèmes, si vous rencontrez des petits problèmes, je vous laisse parler dans le chat, histoire qu'on puisse vous aider. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qui sera donc disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je laisse la parole à Morgane. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à la concertation sur la V1 du cadre d'urbanisation du secteur médico-social. Cet après-midi, nous allons vous parler de l'optimisation, de la saisie et de la collecte des données en ESMS. Donc, c'est un sujet assez large. Et on va faire cette présentation à plusieurs voix. Donc, on a Benoît qui est à nos côtés, Benoît Huet de la CNSA. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Et Christophe Peterfalvi de l'ANS du domaine architecture et urbanisation. Bonjour Christophe. On ne t'entend pas Christophe, il faudra activer ton micro. Bonjour à tous et bonjour Morgane. Alors on va démarrer tout de suite en faisant simplement un petit rappel de cette démarche. Donc, ça fait à peu près maintenant plus d'un an qu'on travaille sur les enjeux d'urbanisation, sur le secteur médico-social, donc centré sur le DUI des ESMS du champ handicap et grand âge, structure d'hébergement ou à domicile. C'est une première étape. L'objectif, c'est potentiellement l'ouvrir à d'autres travaux. Pourquoi ouvrir ce chantier sur l'urbanisation ? Eh bien, tout simplement parce que dans le cadre de la doctrine du numérique en santé, il était important que les acteurs du médico-social puissent clairement comprendre, s'approprier la déclinaison de la doctrine pour le secteur, et puis parce que ce sujet d'urbanisation faisait surtout écho à des zones de flou, des irritants qui avaient été remontés dans le cadre des travaux sur le Ségur numérique en vague 1. Et donc, l'objectif était de pouvoir identifier, factualiser ces irritants, ces zones de flou, et qu'on puisse, avec ces travaux, projeter une cible. Donc, dans tous ces travaux-là que l'on va être amené à partager cet après-midi, on s'inscrit dans une vision qui n'est pas immédiatement à mettre en place. Vraiment, on se projette. L'objectif, c'est d'apporter des réponses, des éléments de réponse, de se projeter sur une cible et donc de définir ensuite collectivement et notamment quel levier on va pouvoir actionner au niveau national pour se projeter progressivement sur la mise en place de cette cible. Donc, cette démarche d'urbanisation, elle est structurée autour de plusieurs choses, notamment un schéma général fonctionnel qui permet de positionner sur la base du schéma qui était déjà présent dans la doctrine du numérique en santé, les besoins pour le secteur médico-social. Et l'objectif, c'est qu'on puisse travailler par domaine d'études qui sont finalement le reflet des irritants, des points majeurs à éclairer. Et donc, aujourd'hui, on va éclairer plus particulièrement la remontée de données et la démultiplication de la saisie et quelles solutions on va pouvoir apporter à ça. On a souhaité, dans le cadre de ces travaux, être dans une démarche qui couple le travail avec le terrain, la compréhension des besoins, des priorités, des alertes, des irritants, avec un travail au niveau national, des grandes orientations, des travaux qui sont en cours, de la roadmap de mon espace santé, du bouquet de services professionnels, enfin, tous les grands sujets finalement qu'on va retrouver dans la doctrine du numérique en santé, et de croiser ces deux-là pour permettre justement de poser cette cible. Ces travaux, on les veut nécessairement co-construits au plus proche du terrain pour que ça réponde aux besoins. Et donc, c'est pour ça que cette phase de concertation, on la lance aujourd'hui avec des premières orientations qu'on partage avec vous. Donc, rien n'est gravé dans le marbre. L'objectif, c'est vraiment de se dire que là, on va partager avec vous ces orientations et que vous avez donc toute latitude pour pouvoir nous répondre, nous challenger, nous apporter des précisions par rapport à ces orientations. L'objectif étant de pouvoir publier une première version d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, on a déjà des premiers documents qui sont publiés et l'objectif, voilà, c'est de vous présenter un nouveau domaine qui sera prochainement mis à disposition sur l'espace de concertation. Vous avez le lien qui est représenté ici. Alors, si on regarde plus précisément les zones de flou, les irritants qu'on a pu identifier, on les a catégorisés en plusieurs domaines, ce qu'on appelait des domaines d'études.
On a tout d'abord travaillé sur un sujet d'une meilleure coordination entre les ESMS et acteurs qui accompagnent les personnes, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, ses aidants, sa famille, donc des acteurs qui sont amenés à utiliser des dossiers usagers informatisés ou des logiciels de professionnels de santé qui sont différents et qui doivent conduire des actions en commun et se coordonner. Donc, quels vont être les services qui vont pouvoir être mobilisés pour assurer cette coordination de proximité, notamment dans le cadre des dispositifs, dans le cadre des centres de ressources territoriaux et des futurs services autonomie. Le deuxième domaine d'étude concerne plus spécifiquement un axe sur l'ordonnance numérique. On l'a grisé parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas suffisamment d'orientation au niveau national pour pouvoir vous donner plus de matériaux, plus d'orientation. Sur ce volet-là, il faut que l'expérimentation en EHPAD se fasse. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est un travail qu'on met un peu en suspens et on sera amené à le réouvrir dans le cadre d'une version ultérieure des travaux d'urbanisation. Le domaine d'étude 3 concerne l'orientation des personnes âgées et personnes en situation de handicap en ESMS et se centre notamment sur le service national via Trajectoire et son articulation avec l'écosystème. Ça a donné lieu déjà à un webinaire avant l'été. Le quatrième domaine concerne le parcours sans couture des usagers et de ses aidants dans le cadre de leur démarche, dans leur cadre déjà de l'information, de l'accès à la connaissance des structures, l'offre, dans le cadre de leur demande de droits, dans le cadre de leurs démarches diverses et variées. Ça mobilise des portails d'information, des portails de services, ça mobilise également Mon Espace Santé qui joue un rôle aujourd'hui également dans ce cadre-là. Et donc l'objectif est de pouvoir clarifier comment est-ce que l'usager va pouvoir avoir un parcours le plus fluide possible dans une logique du dites-le nous une fois. Ce webinaire aura lieu prochainement, je crois que c'est le 21 septembre, mais on y reviendra. Le cinquième domaine d'étude concerne l'urbanisation interne à l'ESMS. Ce domaine-là, on l'a plus particulièrement adressé aujourd'hui, et vous verrez, c'est un des cas d'usage qu'on va être amené à expliciter. Le domaine d'étude 6 concerne l'automatisation des échanges avec les dispositifs médicaux et le DUI, la télésanté, le suivi à domicile, l'Internet des objets. Donc, c'est un axe sur lequel on a encore besoin un petit peu d'avancer au niveau national. Donc, on l'a mis en gris pour l'instant et on sera amené à le réouvrir et à le faire atterrir dans le cadre vraisemblablement d'une V2. Voilà, donc on a encore un petit peu besoin de temps pour pouvoir avancer et vous communiquer comment ça pourrait se concrétiser. Le septième domaine est un domaine qui finalement sous-tend tout le reste. C'est comment est-ce qu'on va amener à sécuriser les échanges et le partage via l'identification des acteurs, qui est la base de tout ce cercle de confiance. Identifier les usagers, identifier les professionnels de santé, identifier les structures. On s'appuie pour ça sur un référentiel d'identité électronique des acteurs qui a été publié et l'objectif, c'est de pouvoir vous préciser comment ce référentiel d'identité électronique s'applique concrètement pour les enjeux des acteurs du secteur médico-social, donc surtout quand on utilise un DUI dans un ESMS et qu'on interagit avec des services par ailleurs. Ce domaine d'étude donnera lieu à un webinaire la semaine prochaine, jeudi prochain. Le domaine d'étude 8, je ne vais pas l'expliciter maintenant, c'est l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Et enfin, le 9 concerne plus spécifiquement les échanges entre les conseils départementaux et les ESMS du champ du domicile, dans le champ de l'APA, avec notamment la mobilisation du standard ESPADOM pour fluidifier les échanges. Et ça a donné lieu à un webinaire mardi qui va être prochainement mis à disposition en replay. Voilà un petit peu la logique selon laquelle on a travaillé. Identification des grands points, des irritants, mise en évidence de ces sujets-là dans le cadre de domaines d'études. Et là, on va plus particulièrement aujourd'hui vous parler du 8 qui concerne la mise à disposition des données à des fins de pilotage, remontée, collecte de données et fluidification de tous ces flux. Tout d'abord, on va vous repréciser les enjeux avant de rentrer plus dans le détail des concepts qu'on va mobiliser. Je suis désolée, j'ai vu une question dans le chat. Je pense que c'est un problème d'affichage chez vous, Soisic Le Bihan. À mon avis, il faut que vous cliquiez sur les petites flèches pour que vous puissiez visualiser en grand l'écran.
c'est un problème de paramétrage, je pense, chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça règle le problème. Donc, si on rentre dans le vif du sujet de ce domaine, l'objectif est de pouvoir fluidifier, rationaliser les échanges et le partage de données entre les ESMS et les différents partenaires. Ces partenaires pouvant être, on va avoir sur le schéma qui va suivre, on va avoir l'adresse, on va avoir la CNSA, on va avoir la TIH, on va avoir les ARS, les CD, Santé publique France, etc., etc. Voilà. Donc, l'objectif, voilà, c'est de pouvoir rationaliser au mieux dans une logique de dites-le-nous une fois pour optimiser le temps passé par les professionnels dans les structures vis-à-vis de ces diverses demandes. Et donc, faciliter la collecte et le partage des données afin de produire des indicateurs de suivi et de pilotage qui permettent d'éclairer les décideurs, donc dans une logique d'appuyer les politiques publiques de régulation de l'offre notamment. On a découpé les travaux, au-delà de ces enjeux, donc en 3 grands chantiers, 3 grands axes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y en a 2 sur lesquels on va vous faire un focus plus particulièrement. Et donc, ça concerne la fluidification des échanges à des fins de pilotage de l'offre, de reporting, de collecte, d'exploitation des données des ESMS. On va vous parler des nomenclatures qui doivent être mobilisées pour répondre à ces besoins de fluidification des échanges et de simplification des flux de reporting. Et un sujet qui est sous-tendu aussi à tout ça, c'est la logique d'archivage et de portabilité qu'on va effleurer aujourd'hui ensemble, mais qu'on sera amené à, on va dire, à explorer, expliciter un petit peu plus tard. Concernant les questionnements qu'on a pu identifier autour de ce sujet, on va les expliciter ensemble. L'objectif de nos travaux, ils ont été vraiment dirigés par ces questions qu'on a identifiées maintenant depuis 1 an auprès de l'écosystème et pour lesquelles on s'est dit qu'il va falloir qu'on puisse apporter des réponses dans le cadre de nos travaux. Donc, par exemple, des questions sur le plan métier avec les nomenclatures qui sont aujourd'hui Séraphin PH ou Agir Pathos, comment peut-on renforcer leur usage, notamment dans le DUI des ESMS. Sur les axes urbanisation, quelles sont les redondances, par exemple, entre des services comme Via Trajectoire et résidus SMS. On constate que ces services, ils sont utilisés pour des finalités différentes, mais en fait, au final, les données qui sont demandées, elles sont vécues comme étant les mêmes. Et donc, comment on va pouvoir optimiser la saisie des données dans une logique du « dites-le-nous une fois ». Voilà, c'est quelques exemples qu'on peut vous donner. Il y a plus particulièrement des questions qu'on a référencées ici. L'objectif de notre présentation, c'est de pouvoir tenter du mieux qu'on peut d'y répondre. Et je vais laisser tout de suite la parole à Christophe, qui va vous expliciter un concept qui s'appelle l'orchestrateur et qui devrait pouvoir nous éclairer. Merci. Bonjour à tous. Avant de parler du concept de l'orchestrateur, je vais juste faire un petit laïus sur pourquoi c'est une démarche d'urbanisation et qu'est-ce qu'on a voulu faire. Mais c'est que du bon sens, finalement, parce qu'être urbaniste aujourd'hui, c'est mettre du bon sens dans les systèmes, autrement dit, les fluidifier. Et là, dans le médico-social particulièrement, où il y a énormément d'établissements, fluidifier les données, ça peut devenir très, très, très complexe. Et nous, on a voulu, en effet, essayer de rendre les choses les plus simples possibles. Et donc, on s'est beaucoup questionné. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire ? Déjà, on a réfléchi quels étaient les domaines dans lesquels, des domaines métiers dans lesquels il y avait des services qui utilisaient des données et comment on pouvait fluidifier tout ça. Et pourquoi on s'est posé cette question ? Parce qu'au départ, on était à l'intérieur des DSI et des SI des ESMS et on s'est rendu compte de la difficulté et de l'hétérogénéité des systèmes d'information et que c'était un vrai parcours du combattant pour pouvoir partager ces données, échanger ces données et faire en sorte que les systèmes soient fluides. Et on est tout de suite arrivé à une conclusion, en tout cas, c'est pour moi aujourd'hui une évidence, qu'il fallait absolument externaliser tous ces systèmes d'échange et de partage des données
parce qu'il y avait trop de différences entre le petit établissement et le SI d'un EG, enfin, qui est géré par un EG. Et donc, en externalisant ces systèmes de partage et d'échange, en inventant quelque part cet orchestrateur, on résolvait énormément de problématiques d'échange et de partage de données. Et ça a été quelque part pour nous une révolution d'un point de vue urbanistique, de se dire qu'on pouvait résoudre tous ces problèmes grâce à cet orchestrateur, quelque part un échangeur qui permet à tout moment, pour tous les flux, d'échanger vos données, de partager vos données et quelque part de reconsolider les choses. Bien sûr, il faut, au-delà de ce process de facilitateur, d'échangeur de données, il faut garantir énormément de choses. Les règles d'accès, comme on va le voir, il y a des recommandations qui ont été faites. Le consentement des utilisateurs. Donc, il y a plein d'aspects qui sont de l'ordre de la sécurité, de l'interopérabilité, de l'éthique qu'il faudra envisager dans cet orchestrateur. Et puis, apporter une solution qui soit la plus neutre possible pour les éditeurs, en se posant et en se reposant sur des standards d'échange et de structures de données existantes. Il s'agit aussi de bénéficier du fait que pour vous qui êtes acteur de santé ou qui participez à l'accompagnement dans le médico-social, vous passez beaucoup de temps à saisir les données, à ressaisir les données, à encore ressaisir les données. Et donc, limiter ce temps de saisie, automatiser le plus possible les choses et vous donner les bons outils pour le faire et que depuis le DEI jusqu'aux acteurs avec lesquels qui doivent récolter les données, vous puissiez le faire, et bien, l'orchestrateur le permettrait. Et en plus, dans les nouveaux usages qui vont arriver au fur et à mesure des innovations technologiques, le fait est qu'on travaille au niveau de l'information, de la donnée qui devient information, à un niveau tellement fin et tellement rapide aujourd'hui que si on doit enregistrer dans ces systèmes toutes ces données, ça devient très compliqué. Et il vaut mieux être sur des systèmes où les données sont redistribuées entre les acteurs qui produisent ces données et ceux qui doivent récolter ces données. C'est pour ça qu'on a reschématisé ce que vous voyez là. Donc l'orchestrateur est considéré aujourd'hui comme un domaine fonctionnel en soi, qui permet en effet d'être l'intermédiateur, d'être le régulateur entre toutes ces données. Le régulateur, pourquoi ? Parce que des politiques d'accès vont être gérées. Qui dit politique d'accès dit consentement des usagers, mais dit aussi niveau de sécurité suffisant pour les données. Et puis, construire autour de tout ça un système quelque part d'abonnement où moi j'ai un service qui alimente un autre service et mon service doit être assuré de bout en bout que mes données ne vont pas à n'importe quel service et que celui qui va récupérer mes données a bien le droit de le faire. Donc avec des politiques d'accès très fines. Et donc travailler comme ça entre les DUI, les ESMS et toutes les entités, CNSA, DRES et autres qui ont besoin de ces données, et même entre les établissements de santé médico-sociale, ça permet quelque part de faire évoluer tous les systèmes de manière magistrale. Et c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Voilà. C'est le début d'une belle aventure, il me semble, parce que tout le monde la partage. En tout cas, aussi bien les acteurs de terrain auxquels on a fait part de cette préconisation à ce stade, que les acteurs plutôt qui sont les sphères publiques qui ont besoin de récolter ces données et besoin d'y travailler. Donc ici, dans ce schéma, on voit différents domaines que j'appelle domaines fonctionnels ou domaines qui permettent de rendre opérationnelles les choses, on peut dire ça comme ça. Donc tout en haut, vous avez tous les systèmes de pilotage qui ont besoin de récolter ces données. Au milieu, vous avez des systèmes plutôt de production, vos systèmes métiers quelque part, l'orientation, la coordination. Et puis, vous avez en bas, en vert,
tous les systèmes référentiels, les services socles aussi, comme on dit, qui permettent aussi ces interactions, de vous reconnaître en tant qu'établissement, par exemple, ou en tant que professionnel, ou de pouvoir récupérer des données qui sont liées à votre offre, donc via l'Aurore. Et donc vous, en tant que ESMS, non seulement vous avez le loisir de pouvoir interagir avec cet orchestrateur, mais aussi d'en bénéficier au travers cet outillage qui serait mis en place. Voilà un peu la big picture de l'objectif qu'on voulait vous présenter. Et là, pour rentrer dans des détails beaucoup plus métiers, je vais laisser la parole à Benoît qui va vous décrire ça encore plus précisément que moi. Oui, bonjour à tous. Alors, je n'interviens pas obligatoirement que au nom de la CNSA, j'interviens aussi parce que j'ai travaillé sur le sujet avant quand j'étais à l'ANAP. Donc, pour l'instant, j'ai ma casquette d'anciens anapiens, voilà, et c'est important pour nous que c'est un concept pour l'instant, et c'est important pour nous que vous arriviez à bien visualiser un petit peu les problématiques qu'on essaye de traiter dans cet orchestrateur, par cet intermédiaire, cette proposition d'orchestrateur. Alors, peut-être le slide suivant, on voit l'un des éléments qui nous a été remonté assez nettement, c'est un nombre relativement important de portails et de solutions numériques. Alors, autant pour l'usager, autant pour le professionnel, autant pour les aidants. En fait, on a des portails un petit peu dans tous les sens. On ne sait pas toujours où il faut aller. Et puis, on a aussi nos propres professionnels qui ont du mal à connaître un petit peu tous ces portails pour pouvoir bien orienter, bien soutenir en fait les familles et les usagers pour aller dans le bon endroit. Donc, il y a une forme un petit peu de besoin de simplifier un petit peu ces portails. Et l'un des points de simplification, c'est aussi de ne pas redire la même chose à chaque fois qu'on va dans un portail et qu'on remplit de l'information. Alors, ces informations, elles sont peut-être un peu bêtes et méchantes, on a peut-être cette impression-là, mais en fait, c'est par exemple l'information à quelle date je suis rentré dans telle structure. Eh ben, c'est une question qu'on pose autour de 20 à 25 fois par an, voilà, à une structure pour un usager. Ça a l'air de rien, c'est tout petit, mais en réalité, c'est extrêmement irritant. On a bien sûr des sujets qui sont beaucoup plus lourds et je vais en parler juste après. Mais au niveau des portails, en fait, il y a pas mal d'informations qu'on a déjà, en stock. Alors, le truc, c'est qu'il est en stock souvent dans le DUI, dans les systèmes d'information de l'ESMS. Donc, ça serait sacrément intéressant quand même de pouvoir les proposer au portail pour avoir un pré-remplissage ou d'avoir des transmissions d'informations d'un certain nombre de données, de difficultés rencontrées. On a aussi des choses beaucoup plus administratives qui existent dans les dossiers d'usagers, qui sont les adresses, les numéros de téléphone, des choses comme ça. Et en fait, les portails vous le demandent, en fait, le demandent aux usagers, aux familles en permanence. Donc, c'est quand même, ça a l'air de rien, c'est aussi une perception de temps perdu. C'est une perception que l'administration ne me connaît pas. Voilà. C'est une impression pas très saine, alors que sur le fond, le monde médico-social, il est là pour accompagner les structures, les familles et les usagers, les aidants, et on leur donne l'impression du contraire. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose où simplement leur dire, mais oui, on vous a bien reconnu, vous inquiétez pas, on a ressaisi une partie des choses, vous avez qu'à compléter ce que vous n'avez pas déjà dit à quelqu'un dans le monde médico-social, eh bien, ça donne une autre impression, ça donne une impression d'accompagnement et ça donne une impression de soutien. Voilà. C'est une perception qui est un petit peu particulière, mais c'est une réalité. On a le deuxième, peut-être c'est le schéma qui suit, qui est beaucoup plus orienté sur mais comment on peut faire un petit peu tout ça. Eh bien, c'est possible de le faire parce que on a un point fort qui est en train d'arriver dans tous les systèmes d'information des ESMS, mais pas que,
aussi dans toutes les fonctions que vous voyez en haut, vous voyez autant en bas en rose saumon et en bleu, tout le monde est en train de se coller à la brique qui est tout en bas, c'est-à-dire les référentiels SOC. Ça veut dire qu'on a le RPPS+, qui nous dit quel professionnel parle, on a l'INS qui dit on parle de quel usager, on a le ROR qui permet aussi de dire qu'est-ce qu'on fait dans cette structure. Au fond, on commence à avoir des référentiels qui sont communs entre la partie saumon et la partie bleue tout en haut. Et donc, bien sûr, l'orchestrateur utilisera aussi ces grands référentiels. Bien sûr, ça paraît très technique, mais on commence à avoir des DUI qui sont bien connectés à l'INS, qui commencent progressivement à aller vers le RPPS. Voilà. Et donc, au fond, on va pouvoir parler d'un usager entre en bas la brique, saumon, la brique bleue qui est en haut, et puis ce qu'on trouve sacrément pertinent, c'est la partie orchestrateur qui est au milieu, parce que le fait qu'il soit compatible, entre guillemets, grâce à ces briques vertes qui sont en bas, tout le monde va parler du même langage et on va pouvoir redispatcher grâce à l'orchestrateur en fait la même information dans les différents annuaires qui sont à droite et à gauche. Alors, dans tous les travaux qu'on a fait avec les structures, les professionnels, les représentants d'usagers et les fédérations, on avait bien plus que toutes les briques qui sont en haut, hein. On en avait une multitude. Le nombre de portails est très, très important. Le nombre de DUI qui sont en bas, hein, de SI et de SMS, on monte à 30 ou 40 000, suivant comment on compte. Donc, en fait, le schéma est très simplifié, mais il faut imaginer qu'on parle de milliers de systèmes d'information qui doivent parler entre eux et ils parlent des mêmes données. Donc, encore une fois, on a besoin de parler le même langage et le langage, c'est celui des référentiels qui est en bas. Et sur le dernier, le dernier slide, le slide suivant, on est beaucoup plus orienté sur le fait aussi que le DUI, les professionnels et les usagers ont besoin, quand ils sont en structure, de pouvoir communiquer aussi un certain nombre de choses à tous les éléments qui sont bleus en haut. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de process de remplissage d'informations, de remplissage de papier, de remplissage de CFA, non pas de CFA, de documents administratifs qu'il fallait remplir et à chaque fois on posait les mêmes questions. On a toute l'activité qui est en structure et qui est aussi pour fluidifier le travail des MDPH, des conseils départementaux. On a tous ces éléments-là qui sont, utilisés, qui sont une activité chronophage en fait hein, dans nos structures et qui aujourd'hui manque cruellement de professionnels et qui manque aussi de pouvoir dégager du temps d'accompagnement. Et ce temps administratif, on aimerait bien que cet orchestrateur, il le réduise énormément en pré-remplissant beaucoup de choses qui sont faites en structure. On a aussi, et on l'a abordé un petit peu de manière indirecte, mais il y a aussi la notion de pilotage. On a tout en haut des briques bleues qui sont très orientées sur le pilotage des structures, mais c'est aussi la connaissance des problématiques des usagers pour pouvoir adapter les structures médico-sociales, changer un petit peu aussi les structures et leur gestion. On a énormément d'informations qui sont remontées depuis la structure vers ces briques de pilotage. Alors, il est vrai que la CNSA en récolte pas mal, mais pour donner un ordre d'idée, on a bien une quinzaine de fichiers qui sont remplis par la structure chaque année pour pouvoir informer la CNSA, l'adresse. Peut-être aussi, il y a les éléments qui se retrouvent dans le tableau de bord de la performance. On a énormément de choses de remontées. Et encore une fois, on repose les mêmes questions qu'on a posées avant. Et encore une fois, c'est bien dommage de ne pas avoir un orchestrateur qui a déjà ces données-là pour pouvoir tout simplement réduire énormément les saisies, les triples saisies. On a allé jusqu'à 25 fois la même saisie d'informations. Et donc,
ce pilotage qu'on a besoin et qui est nécessaire en fait pour adapter l'offre médico-sociale aux besoins des usagers et des familles, eh bien, au fond, il est consommateur de temps. Et donc, ce consommateur de temps, on ose ces grandes, la CNSA bien sûr, mais les autres organismes n'osent pas trop poser des questions aux structures parce qu'ils savent qu'ils leur consomment du temps, alors qu'en réalité, pour bien adapter l'offre, on aurait aussi besoin de demander d'autres données qu'on n'ose pas parce que ça serait un temps fabuleux. Et donc, ça serait encore une fois l'occasion de réduire le temps administratif actuel, mais ça serait aussi l'occasion de peaufiner un pilotage des structures de manière plus fine et surtout, on a une connaissance très partielle des usagers et de leurs problématiques, des accompagnants et des familles, et on aimerait bien poser plein de questions aux structures en disant mais est-ce qu'il leur manquerait pas tel type de structure dans telle région? Voilà. Et en fait, on n'ose pas poser trop de questions parce que c'est très chronophage, c'est énormément d'administratif pour les structures, alors qu'en réalité, on aimerait bien avoir l'information pour tout simplement se dire, là, dans cette région, on manque de structures de ce type-là. Voilà, j'ai fait un laïus un petit peu long, mais c'est pour vous donner un sens métier, un sens très opérationnel de cet orchestrateur qui manque aux ESMS parce qu'ils saisissent énormément de choses et il faudrait qu'on arrive à réduire ce temps-là, mais qui manque aussi aux briques, comment dire, qui sont tout en haut parce qu'on pourrait très remplir plein de choses au niveau des portails, mais aussi on pourrait demander plus d'informations pour pouvoir mieux adapter l'offre du monde médico-social. Et donc, on a cette impression que ce serait quand même une belle chose d'avoir la possibilité de ne pas consommer plus de temps, voire d'en réduire un peu auprès des professionnels et surtout des personnels administratifs dans les structures et de servir mieux aussi les briques qui sont en bleu en haut. Voilà. Maintenant, je vais changer de casquette. Je vais prendre mon travail d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à la CNSA et entre autres, je pilote l'un des programmes que l'on appelle SIDOBA. Je vais essayer de vous en toucher deux mots. C'est simplement, et puis après, je ferai le lien entre tout ce que je viens de dire et cet objet-là. Le projet SIDOBA, au fond, est assez simple. C'est d'harmoniser un petit peu la collecte d'informations qui est faite auprès des structures. C'est-à-dire que ces informations, c'est des informations sur l'activité de la structure, c'est des informations financières de la structure et des informations plutôt de ressources humaines de la structure. Et au fond, ce grand programme, c'est d'uniformiser un petit peu toutes ces demandes qui sont un petit peu tout au long de l'année et qui sont plutôt en format fichier Excel, qui sont un petit peu désuets aujourd'hui, mais qui fonctionnent relativement bien. Et le but de SIDOBA, c'est de réduire le nombre de fois où on pose les mêmes questions, les mêmes informations, les mêmes saisies, pour que tout doucement, toutes ces collectes d'informations qui étaient très, silotées les uns à côté des autres, aujourd'hui puissent se communiquer entre eux des informations. Et donc, par exemple, quand est-ce que, le nombre de professionnels dans la structure ne soit demandé qu'une seule fois au lieu de 12 fois. Voilà. Et à partir de là, SIDOBA a cette vocation à travailler sur ce sujet-là à la CNSA. Il est pour l'instant périmétré sur les éléments de collecte de tout ce qui est information des structures et de leur gestion. Et tout doucement, SIDOBA est en train d'évoluer pour poser quelques questions sur les usagers pour voir si les parts financières que l'on donne aux structures est bien adaptée aux problématiques et à la difficulté d'accompagnement des usagers. On voit ça, entre autres, sur les SIAD actuellement. Donc, vous commencez à sentir un petit peu le parallèle. On se pose la question, et c'est une question qui est très ouverte, on se pose la question si cet outil ne pourrait pas, tout doucement, aller, mais ça demande encore pas mal de travail, demander à aller tout doucement vers ce rôle d'orchestrateur ou participer à ce rôle d'orchestrateur national.
dans le sens où, en fait, il est déjà en cours depuis 2 ans, ce programme-là. Il va courir encore pendant les 3 prochaines années, qui est déjà de rationaliser les données des structures. Pour l'instant, on les garde à la CNSA parce que c'était un projet CNSA, mais au fond, on se pose un peu la question de cette notion de redistribution de l'information vers l'extérieur, et donc un rôle qui est pas très très loin de l'orchestrateur, même si l'orchestrateur, son ambition est d'un cran au-dessus, puisque ça serait sur l'ensemble des structures, ça serait aussi sur des informations usagées, voilà. Donc, on a obligatoirement une réflexion à mener. Si, comment dire, cette proposition d'orchestrateur est retenue, parce bien sûr, on fait appel à vous pour avoir votre avis, donc on va attendre le débat, et puis après le débat, on se posera la question si le projet SIDOBA pourrait concourir à cette notion d'orchestrateur. Il y aura sûrement un travail relativement important d'études, d'analyse de SIDOBA d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on souhaiterait dans l'orchestrateur, pour pouvoir avoir un vrai projet en bonne et due forme de transformation, parce que SIDOBA aujourd'hui n'avait pas cette mission-là. Voilà. Christophe, Morgane, y avait-il des choses que j'ai oubliées? Je ne pense pas, c'est très complet, merci. Je pourrais juste rajouter une chose, c'est en effet, SIDOBA est une très bonne solution, mais il faut envisager les choses au niveau médico-social, mais aussi social. Donc, il y a une vraie réflexion de fond à faire, et ce ne sera pas que la CNSA, ce sera une entité de gouvernance plus agrandie. Mais par contre, le travail qui est déjà fait à la CNSA sur ce partage de données est déjà immense, et c'est une des fonctions de l'urbanisation sectorielle, de se dire qu'il ne faut pas faire 20 000 fois les mêmes solutions à 20 000 endroits différents. Il faut vraiment que les services publics utilisent bien ces solutions et puissent les partager. C'est très, très important aussi. Je vois qu'il y a très, très peu de questions. Y a-t-il des questions sur ces sujets, sur cette proposition d'orchestrateur? Peut-être un peu moins sur SIDOBA, mais surtout sur cette notion d'orchestrateur. Et n'hésitez pas, on voit pas beaucoup de questions. Hop. Ah, si, en fait, je n'avais pas appuyé sur le bon bouton. En fait, les questions recoupent, je pense, avec ce que tu as évoqué. Je vais l'expliciter, on en a 2. Ne pourrait-on pas arrêter de remplir 800 études ou enquêtes différentes qui se recoupent 50 fois, ANAP, enquête ES, tableau des départements, etc. Et quand on voit que l'ARS et le département ne regardent jamais nos enquêtes ANAP, on peut légitimement se poser des questions. Il est vrai. Oui, on a beaucoup d'informations. En fait, quand les réflexions qu'on a menées et les échanges qu'on a eus, il est vrai qu'on tombait autour de 300 à 400 informations que la structure transmet en fonction des années un petit peu, parce qu'il y a les enquêtes DRES, etc. Mais c'est beaucoup de choses, 300 à 400 informations pour des structures qui sont de taille relativement petite. C'est quand même beaucoup d'informations à transmettre. C'est jamais du même format, c'est jamais tout à fait les mêmes choses. Alors, faut imaginer que ça va pas se réduire en une seule journée. Cette proposition et cette orientation d'orchestrateur est un travail de très très long cours. Et ça permettrait, oui, de réduire un petit peu ces 800 enquêtes. Alors, je sais pas s'il y en a 800, mais j'en avais... il y a une certitude qu'il y a au moins 300 ou 400 données demandées par structure et par an. Merci Benoît. Il y a eu un petit fil de discussion également en parallèle sur une question de la possibilité d'ouvrir les échanges et la meilleure implication des acteurs de l'éducation nationale. Donc, j'ai eu l'occasion de répondre sur le fait que c'était bien sûr un sujet qui était clairement identifié, cet enjeu d'accompagnement, de coordination avec les enseignants. Ça ouvre forcément des questions sur la manière dont on peut ouvrir des services numériques à ces professionnels qui ne sont pas complètement identifiés nativement comme étant des professionnels de santé au sens large.
ou des professionnels qui font partie du cercle de santé et d'accompagnement. Donc, en effet, on a des enjeux pour définir, en effet, qu'est-ce qu'on appelle ce cercle de santé et d'accompagnement et comment est-ce qu'à un moment donné, on peut les doter d'une identité numérique qui serait une identité numérique de santé pour leur permettre d'exercer leur mission, pour accompagner cette personne et leur permettre d'accéder à des données, notamment des données de santé, moyennant une habilitation qui va bien en fonction de leur rôle, qui est un enseignant. Tout ça, c'est des questions qui sont bien identifiées, qui sont pointues. Voilà, donc il y a des réflexions qui sont en cours. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément vous éclairer avec des solutions clés. Voilà, simplement pour vous dire que le sujet, il est bien, bien identifié et que on comprend bien les limites d'accompagnement et d'une coordination si on n'a pas ces sphères justice et éducation dans les partenaires, ça va forcément être très limitant. Pas d'autres questions à ce stade dans le chat. Je vous propose qu'on poursuive et puis n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, on arrive dans des principes d'urbanisation. Je vais passer un peu vite parce que ça pourrait vous paraître un peu laborieux. Et à ce stade, c'est plus des orientations que des recommandations. Et si des gens sont intéressés par les questions, n'hésitez pas lors de la concertation à commenter, observer, faire vos remarques. Vous êtes des gens de terrain pour la plupart, j'imagine, ou des gens des décideurs ou des gens du service public, et vous savez mieux que moi que c'est à force de quelque part de concertation qu'on arrive à vraiment recouvrer les meilleurs principes. L'idée, en fait, c'est au travers des domaines d'études, ceux qui ont été présentés, à un stade de donner des orientations, des préconisations, on va dire, puis des recommandations, pour arriver à un système qui soit, encore une fois, je le répète, le plus fluide et le plus, quelque part, confiant, où on peut être en confiance. Et c'est ça un peu le rôle de l'ANS et des gens qui ont participé à cette étude, dont, en effet, la DNS, la CNSA et l'ANA. Donc, dans ces recommandations, bien sûr, qu'est-ce que c'est l'orchestrateur et quel est son objectif? Donc, la recommandation 1, c'est de proposer un ensemble d'interfaces standardisées qui permettent les échanges, le partage. La différence entre échange et partage, c'est que, quelque part, l'échange permet, comme un mail, d'échanger entre un point ou plusieurs points des données, et le partage, c'est de stocker l'information à un endroit, pouvoir la récupérer à un moment donné. Et donc, tout ce système d'échange et de partage, c'est le premier rôle de l'orchestrateur. Et il faut le plus possible, on a dit, de le rendre neutre, donc qui repose sur des standards, des normes, des terminologies, voire de l'interopérabilité structurée dans des structures d'échange qui sont bien identifiées. La deuxième recommandation, elle concerne la politique d'accès, mais au sens très large. Ça va aussi bien en considération de matrices d'habilitation. Si vous avez affaire au DMP, vous savez exactement de quoi il s'agit. C'est une matrice qui dit que telle entité, parce qu'elle vient avec tel exercice professionnel, avec cette situation d'exercice-là, a le droit de pouvoir accéder à tel service. Donc, ce qui permet de faire cette matrice qui doit être très très précise. Pour chaque service, il faut pouvoir déterminer qui a accès à quoi, à quelles données, à quelle information. Quelle information, c'est important. On n'est plus au niveau des données, on est vraiment au niveau des informations. Et puis aussi prendre en compte tout ce qui concerne et qui est recouvert par l'éthique, c'est le consentement des utilisateurs, si pas des utilisateurs, des tutelles, curatelles, c'est l'aidant numérique, la place de l'aidant numérique dans cette politique d'accès et comment considérer les choses à tous les niveaux. La recommandation numéro 3, c'est en effet, et c'est très important parce qu'on va vers des situations de plus en plus prédictives, ce qu'on appelle la prévention, et des systèmes qui récupèrent ces données et dans un second temps reprennent ces données. Et donc,
là, on est très, très vigilant parce qu'on voit comment les systèmes évoluent et l'utilisation des données dans un second temps est aussi très importante à bien définir. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données dans un second temps, dans un troisième temps? Quelles sont les réutilisations des données globales? La recommandation 4, elle concerne la capacité d'échanger, mais quelles données? Et là, il y a eu un travail formidable qui a été fait par l'ANAP, il faut le souligner, sur, quelque part, la catégorisation, la segmentation des données. Et c'est très différent du sanitaire, parce que la couverture est beaucoup plus large. Donc, il y a des données de type administratif, des données de santé en tant que telles, des données d'accompagnement. Ça, c'est très, très, très important. Et ça n'apparaît pas aussi clairement pour le sanitaire. Les données financières et les données de service. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, tout ça, mais le travail quelque part de catégorisation qui a été fait en amont va permettre au système d'orchestrateurs d'avoir une granularité assez fine pour pouvoir suivre toutes les informations et redistribuer ces informations de manière très, très sûre et toujours dans un espace de confiance. L'orchestrateur, donc j'en arrive à la recommandation 5, devra respecter l'ensemble des exigences de sécurité, qui se connectent, mais aussi qui est identifié, comment il s'authentifie, quels sont les niveaux, etc. L'ANS travaille sur ces sujets depuis tellement d'années, il y a une maturité sur les sujets, c'est très compliqué, mais ça permet aussi d'avoir aujourd'hui tout ce qui est nécessaire comme outillage, comme framework, on pourrait dire, pour dire à quel niveau de sécurité on peut faire telle chose. Voilà, et j'en ai fini avec ce premier lot de recommandations qui, j'espère, va pouvoir être concerté et challengé pour qu'on arrive vraiment à un niveau assuré pour l'orchestrateur, qu'on puisse y aller les yeux fermés. Merci. On va vous laisser continuer à poser vos questions dans l'onglet questions et on va passer sur un autre axe qui est un axe également très important qui constitue presque un prérequis pour permettre justement cette remontée, cette fluidification des échanges. Il faut se baser sur des nomenclatures de référence. Et notamment, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur du médico-social et notamment pour le handicap et pour le grand âge, on a 2 nomenclatures sur lesquelles on est en train de travailler collectivement, CNS-ANS, pour en faire des terminologies de référence et que ces terminologies de référence, elles soient mises à disposition de l'écosystème de manière standardisée avec des versions qui soient clairement identifiées depuis le serveur multiterminologie. Voilà, donc faciliter la maintenance, la diffusion, la distribution. La première nomenclature, c'est la nomenclature des besoins et des prestations dans le champ du handicap qui s'appelle Séraphin PH, et c'est de la nomenclature et terminologie de référence donc pour le secteur du handicap. La CNSA en est l'auteur, c'est une nomenclature qui a été co-construite avec le secteur et en lien avec la DGCS. Elle est désormais donc publiée depuis cet été sur le serveur multiterminologie, et donc accessible à tous sans ambiguïté. La recommandation suivante, donc la 8.2.2, concerne le fait que cette nomenclature, on va inciter et la rendre obligatoire en cible dans le cadre de l'usage au sein d'un dossier usager informatisé. L'objectif, en effet, serait de cibler son implémentation dans le cadre des exigences de la vague 2 du Ségur numérique pour MS1, donc PAPH domicile, MS1, de sa globalité. Ici, ça concernerait plus particulièrement les dossiers usagers informatisés du champ du handicap. Et notamment, son usage serait particulièrement ciblé dans le cadre du projet personnalisé et dans le cadre de l'agenda, donc des grandes fonctionnalités plutôt qui seraient celles-là pour faire appel à la nomenclature Séraphin. Autre nomenclature du secteur, donc concerne PATHOS, qui est une terminologie de référence pour le secteur du grand âge. La CNSA est également auteur de la nomenclature et des travaux sont en cours pour aligner cette terminologie avec la CIM 10 et prochainement CIM 11, ce qui devrait permettre de favoriser l'interopérabilité entre les dossiers des résidents en EHPAD et les dossiers des usagers qui deviennent patients en structure, en établissement.
voilà, on a une problématique de correspondance et donc on a travaillé avec les équipes de la CNSA pour définir ces modalités de correspondance, ce qui permettrait aux éditeurs notamment de pouvoir implémenter cette table de correspondance et favoriser donc ensuite les échanges, notamment dans le cadre de la transmission du dossier de liaison d'urgence. Une publication des travaux d'alignement est souhaitée, elle est ciblée dans le cadre du serveur multiterminologie de la même manière que pour Séraphin. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et en recommandation 4, donc de la même manière, l'objectif serait de cibler l'inscription de l'usage de cette terminologie dans les DUI des ESMS du champ PA dans le cadre des travaux de la vague 2 du Ségur numérique. Voilà, on vous laisse rebondir sur ces sujets également de nomenclature. N'hésitez pas à nous poser des questions. Avant de terminer sur les prochaines étapes et conclure ce webinaire. Donc, pour l'instant, pas de nouvelles questions. On va donc passer sur les étapes qui nous restent encore à travailler. Comme on vous l'a dit, ces travaux sont destinés à projeter une cible. Et donc, cette cible, elle est co-construite. L'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez en prendre connaissance, prendre en main et pouvoir réagir sur ce que ce type d'orchestrateur pourrait projeter en termes de perspective. Il nous reste du travail à faire, comme l'a dit Benoît et comme l'a dit Christophe, notamment sur l'opportunité d'étendre en effet le périmètre qu'a évoqué Benoît de SIDOBA pour répondre à cet enjeu d'orchestrateur. Voilà, ça, c'est des travaux qu'il faut qu'on conduise au niveau national. D'autres travaux également à approfondir. On évoquait des cas très concrets avec la perception de redondance d'informations saisies entre SMS et via trajectoire. L'objectif, en effet, est d'identifier les cas prioritaires sur lesquels on sent en effet qu'il y a des irritants majeurs, des redondances, et qu'on se dise en effet comment est-ce que l'orchestrateur de données pourrait permettre d'apporter une réponse à court, moyen terme, voilà, sur quelle échelle de temps on pourrait envisager de faire ça. Et donc ça, c'est des travaux qui doivent nécessairement être travaillés, notamment avec l'assurance maladie, dans le cadre de résidus SMS. Concernant les nomenclatures, donc les nomenclatures qu'on vous a présentées, on a des travaux, comme on l'a évoqué, d'inscription dans le cadre du Ségur Vague 2, de publication dans le cadre du SMT, mais il faut également qu'on poursuive les travaux d'approfondissement et de rédaction des principes d'interopérabilité avec d'autres nomenclatures progressivement implémentées pour que les usages et la fluidité des échanges puissent se faire. Par exemple, dans le cadre des travaux sur la fluidification des échanges entre les conseils départementaux dans le cadre de l'APA et avec les SAD, l'objectif en effet de pouvoir travailler sur une convergence des nomenclatures entre la manière dont on va pouvoir décrire les services autonomie dans le cadre du ROR, qui serait mis en visibilité des usagers dans le cadre de Via Trajectoire, qui serait utilisé par les services des départements dans le cadre du SIAPA et qui serait ensuite véhiculé dans le cadre du plan d'aide avec le standard ESPADOM. Voilà, on a ce type de chantier de convergence ou d'articulation des nomenclatures à conduire et c'est clé pour être finalement la base de cette interopérabilité et la fluidification des échanges. Enfin, dernier axe sur lequel il nous reste encore à travailler, c'est l'archivage et la portabilité des données. On a vu donc, dans certains schémas qu'on pouvait en effet commencer à effleurer ces questions, et donc il va falloir qu'on approfondisse ces cas d'usage. Donc soit au titre de la V1, on a quelques travaux qui sont engagés, quelques ateliers d'approfondissement, sinon au titre d'une V2 pour pouvoir y répondre de manière pleine et entière. Alors, on a une question sur où trouver des informations sur la recommandation 8.2.2. Vous nous avez collé, on sait plus ce que c'est que la recommandation 8.2.2. Sur Séraphin, concernant une exigence qui pourrait être inscrite dans le cadre de la vague 2, pour l'instant, les travaux de la vague 2 du Ségur sont en cours. La transmission d'un projet de référentiel d'exigence est prévu. Donc, dans les prochaines semaines, le calendrier va être repartagé en cette rentrée.
Donc, en fait, on sera amené à porter à votre connaissance, en effet, ce type d'exigence prochainement dans ce qu'on appelle un REM, un référentiel d'exigence minimale, au titre de la vague 2 du Ségur. Si je n'ai pas complètement répondu à votre question, si ce n'était pas clair, n'hésitez pas. Alors, une question concernant CIM 10, CIM 11. Peut-on s'assurer que tout l'écosystème est au courant des changements en amont? Donc, il y en a qui font appel à CIM 11 en parallèle, au cours toujours à la CIM 10, et donc les DUI demandent de saisir les pathos en CIM 10. Je pense que c'est important, en effet, de voir les impacts, on va dire, sur le terrain de ce type d'alignement qui serait mis en place. Là, ce qu'on vous met en visibilité, c'est qu'en effet, au titre de nos travaux d'interopérabilité et de standardisation, on a été amené à conduire ces travaux d'alignement pathos CIM 10, CIM 11. On est tout à fait preneur, en effet, des impacts que ça pourrait avoir et de l'anticipation à prévoir au sein des organisations, au sein des DUI. On le note au 2. Et un commentaire, surtout dans le cadre de la mise en œuvre de Séraphin dans l'agenda et de la personne, ça revient peut-être à l'exigence. Donc ça, de la même manière, je vais renvoyer au référentiel d'exigence minimale de la vague 2 du Ségur, où vous aurez la manière dont le DUI sera amené à répondre à ce type d'exigence par la suite. Et on va terminer par les prochaines étapes et ce qu'il faut retenir. Donc, comme on vous l'a dit, donc l'orchestrateur de données aurait comme finalité de proposer un ensemble d'interfaces standardisées en interaction avec les DUI. SIDOBA, le SI de l'offre de la branche autonomie qui est portée par la CNSA, il répond déjà à des premiers besoins, comme l'a évoqué Benoît, de collecte et de partage des données. Et il pourrait donc constituer une des réponses pour remplir ce rôle d'orchestrateur. Mais ça doit être confirmé par une étude. L'orchestrateur de données aurait la capacité donc d'échanger l'ensemble des données partagées au sein de l'écosystème médico-social. Donc c'est là qu'on voit la couverture large, comme l'a évoqué Christophe. Données administratives, données de santé, données d'accompagnement, données financières et données de services. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un périmètre le plus large possible. Et donc, forcément, ça soulève des questions derrière juridiques et d'assises législatives, notamment, pour pouvoir faire ça. Concernant les prochaines étapes et pour clore ce webinaire, on vous fait un petit rappel de l'espace de concertation qui est mis à votre disposition. On a aujourd'hui 4 documents qui sont publiés. Il va y en avoir des nouveaux qui vont arriver très prochainement. Déjà, la synthèse de l'analyse de l'existant et des orientations stratégiques, donc qui référence les grands irritants, les grands domaines d'études et donc ce qui existe aujourd'hui. Une projection donc de la V1 du cadre avec des principes et le schéma général fonctionnel qui est décliné de la doctrine du numérique en santé. Et des premières schématisations et éclairages sur le domaine orientation. Donc, nous comptons sur vous pour que vous puissiez contribuer via cet espace de concertation ou en nous contactant pour nous communiquer en effet les remarques, questions, suggestions, comme vous avez pu le faire tout au long de ce webinaire. Les prochaines étapes de cette concertation dans le cadre des travaux d'urbanisation, elles sont prévues dès la semaine prochaine. On a 2 webinaires qui sont organisés. Le premier sur la coordination. C'est là qu'on touchera en effet du doigt l'enjeu en effet de pouvoir ouvrir en cible le parcours et l'accompagnement aux acteurs comme les acteurs de l'éducation nationale ou de la sphère justice. Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour mieux partager des informations tout en respectant le cadre légal, la protection des données des personnes et le secret professionnel. Donc ça, c'est des questions qu'on touche du doigt, mais comme je vous l'ai dit, ça soulève des travaux sur lesquels on n'a pas des réponses à tout pour l'instant. Jeudi, on vous évoquera l'identité numérique des acteurs, le parcours sans couture d'un usager, comment est-ce qu'il se connecte finalement à une série de services numériques de manière simple et de manière sécurisée.
les usagers, les professionnels et les structures. Donc, c'est une explicitation du référentiel d'identité électronique pour les acteurs du secteur médico-social. Et enfin, le dernier webinaire concernera donc le parcours sans couture de l'usager entre différents portails d'information et de services et mon espace santé. Donc, on vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Nous avons été très heureux de pouvoir vous accueillir dans le cadre de ce webinaire et pouvoir avoir donc, vos questions qui nous permettent en effet de prendre la mesure de vos besoins et de vos attentes. On va les prendre en compte pour poursuivre ces travaux et surtout, on vous invite à compléter donc, vos contributions. N'hésitez pas à réagir sur ces concepts, leurs concepts d'orchestrateur, les questions que ça soulève. On est à votre disposition. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.